Il y a l'article 4 et la Russie n'a jamais douté du sérieux de la Corée du Nord en ce qui concerne la coopération russe. Mais ce que nous ferons, ce sont nos affaires. Partons en Russie, retrouver notre correspondant Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme, merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. On a entendu Vladimir Poutine, c'est une manière de confirmer sans le dire ? Oui, nous étions dans cette salle hier pour assister à la conférence de presse de Vladimir Poutine et finalement c'était sans doute l'un des moments les plus intéressants lorsqu'un journaliste américain s'est levé pour poser une question au président russe et lui demander, le questionner sur la présence de ces soldats nord-coréens sur le sol russe. Et vous avez entendu sa réponse, le président russe a, dans une réponse un petit peu alambiquée, expliqué qu'il y avait des accords de coopération qui étaient pris très au sérieux entre les deux pays et que le reste, finalement, ça ne regarde pas, ce sont ses affaires. Donc là, Vladimir Poutine ne dément pas, soit pour laisser planer le doute, soit pour assumer cette escalade. C'est assez étonnant parce que les jours précédents, j'ai un petit peu regardé la télévision nationale, j'ai regardé Russia 24, qui est la chaîne d'information en continu, et vous aviez à un moment donné un sujet qui était diffusé dans lequel on voyait ces images satellites fournies par le renseignement sud-coréen et la fameuse vidéo dans laquelle on voit des soldats s'équiper, des soldats apparemment nord-coréens, vidéo qui avait été d'ailleurs rendue publique par les autorités ukrainiennes. Et l'explication qui était donnée et entendue sur Russia 24, c'est qu'il s'agissait en fait de soldats russes, Bouriat. Les Bouriat, c'est une population mongole qui vit dans l'est de la Russie. Donc l'explication était la suivante, ils ont des traits asiatiques et ont été confondus avec des Coréens. Vous voyez, on était plutôt sur ce genre d'explication. Quelques jours avant, le Kremlin avait fermement démenti cette information et subitement, on a donc cette réponse énigmatique de Vladimir Poutine. Et qui est beaucoup commenté évidemment. Merci beaucoup Jérôme Garraud avec Michael Merle en direct de Moscou. Les troupes de Kim Jong-un sont dans les zones de combat et selon nos services de renseignement, les 27 et 28 octobre, autrement dit dimanche et lundi, la Russie utilisera ses premiers militaires nord-coréens dans les zones de combat. C'est Volodymyr Zelensky qui l'annonce aujourd'hui sur sa chaîne Telegram. Il demande à l'Occident une pression tangible sur Moscou et Pyongyang en raison de cette escalade. Alors je m'adresse évidemment au général, la parole militaire sur ce plateau. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils sont bien dimanche dans les zones de combat dans la région de Koursk, ces soldats nord-coréens? Alors déjà ici, ils sont, je crois, encore 3 000 hommes, mais à terme on parle de 12 000. Alors première chose, leur présence a été confirmée, me semble-t-il, par les renseignements occidentaux et notamment par l'OTAN. C'est pas simplement le renseignement ukrainien. Donc on sait qu'ils sont là. Bon. 2, ça fait 3 à 4 brigades. Alors c'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. En revanche, politiquement, c'est un séisme. C'est-à-dire qu'un pays qui vient d'Extrême-Orient commence à participer d'une manière directe ou indirecte à ce conflit. Et donc là, on assiste quand même à une mondialisation, d'autant plus que la Corée du Sud prétend aussi maintenant envoyer des observateurs, peut-être des conseillers, peut-être des gens du renseignement, voilà, auprès des Ukrainiens. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors ils peuvent évidemment participer directement au combat, mais rappelons que c'est une armée qui n'a pas combattu depuis 1953, donc on n'a aucune idée, et qui s'est entraînée de manière très isolée, de leur valeur réelle au combat. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est peut-être dans un premier temps une solution pertinente, c'est qu'ils remplacent sur zone un certain nombre, 12 000 Russes, qui, eux, sont libres pour être engagés au combat. Vous voyez, donc, ça ne veut pas dire qu'ils seront engagés après-demain sur la ligne de front, mais en même temps, ils vont reprendre à leur compte des missions qui sont dévolues aux Russes aujourd'hui et qui va libérer les Russes de 12 000 hommes. C'est-à-dire que les Russes, là, ils vont gagner 3 à 4 brigades, par exemple sur le front centre, pour renforcer leur offensive dans les directions de Pokrovsk, Tchassivyar, etc., etc. Mais concrètement, comment tout ça peut se coordonner sur le terrain? Ils ne parlent pas la même langue. Alors, ils ne parlent pas la même langue, non, mais ça, c'est une difficulté. Alors, ils sont à peu près équipés des mêmes équipements. C'est des dérivés d'AK-47. Les obusiers, vous voyez bien, c'est du 152. La munition vient de Corée du Nord. Ils utilisent du matériel dérivé de l'époque soviétique. Ça, ils savent faire. Alors après, effectivement, en matière de transmission, en matière de coordination, c'est la raison pour laquelle j'ai des doutes quand même qu'ils soient engagés directement en première ligne maintenant. Parce que faire la guerre à un endroit, ça veut dire se coordonner avec son voisin, être capable de recevoir des
informations, de les exploiter, de se coordonner sur le plan militaire. J'avance, je recule, j'ai des difficultés, tu vas te faire déborder, etc. Donc là, c'est pour ça que moi, une des hypothèses que je privilégie, c'est qu'il remplace sur site, une relève sur site de soldats russes, peut-être non combattants dans un premier temps, et des soldats russes qui, eux, seront libres pour une offensive. Ça n'est qu'une hypothèse. On n'est pas dans la tête, effectivement, des Russes, et je ne connais pas leur plan. Gallagher. Je pense que cette situation, elle est d'une extrême gravité. Avant de parler de la quantité, je crois qu'on doit se pencher sur le symbole et le message et le signalement qui est très très clair. C'est un pays doté de l'arme nucléaire qui envoie des troupes d'élite, certainement pas pour aider des grands-mères à traverser la rue dans la région de Koursk, mais effectivement pour participer au combat. Alors on peut s'interroger sur comment, avec quelles limites, quels obstacles, etc. Mais je crois que c'est ça qui motive le sentiment d'urgence qu'on voit très bien à la fois du côté de Zelensky, c'est bien normal, puisque ces soldats vont être là pour faciliter, accélérer, permettre, aider un projet génocidaire, qui est celui de Vladimir Poutine, qui a l'intention de faire disparaître tout ou partie du groupe ukrainien, de l'ensemble Ukraine, mais qui inquiète aussi beaucoup le Sud-Coréen. La présidence s'est exprimée à de maintes reprises en disant, je cite, qu'elle ne resterait pas les bras croisés, et qui est très inquiète de cette projection de puissance de la part d'un régime, et je pense que c'est là le tort de certaines, qui est souvent guignolisé, c'est-à-dire qu'on se penche sur les applaudissements, le caractère totalitaire, qui paraît appartenir à une époque obsolète, celle du stalinisme chimiquement pur, donc d'un autre âge. Donc vous en envoyez 3000, les Sud-Coréens disent 10 000, et puis si ça passe, si le camp en face ne fait rien, vous savez combien d'hommes il y a sous les drapeaux de manière active en Corée du Nord ? 1 million, près d'1 200 000. C'est la 4e en termes d'effectifs simples, 1 200 000 au monde. Avec, et puis à cela, je vous ai ajouté les réservistes. Donc si tout d'un coup les Nord-Coréens, en vertu du pacte, l'alliance stratégique signée en juin dernier, se disent 10 000 c'est passé. Si on envoyait 100 000 et puis 200 000, je regardais la quantité d'obus qui a déjà été transmise selon le renseignement, c'est supérieur à ce que nous, Européens, avons fourni aux Ukrainiens. Donc moi, je pense qu'on a là un premier ballon d'essai, d'où l'ambiguïté, les formules sibyllines du pouvoir russe, que ce soit Vladimir Poutine, ou j'ai entendu Peskov, ou Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, là-dessus. Attention, sans réaction ferme et dissuasive, oui, au sens conventionnel, on s'expose à un très très grand danger. Je rappelle que c'est des Nord-Coréens sur notre continent, en Europe, qui sont là pour combattre. C'est la première étape vers une guerre mondiale, dit Volodymyr Zelensky. Comment vous analysez ce qui se passe, Christine Douin-Clément ? En fait, je prolongerai le propos de Gallagher. Ce que l'on voit là, c'est qu'on a déjà une montée de tension qui ne cesse de croître entre la Corée du Nord et la Corée du Sud depuis maintenant plusieurs mois. Il faut lire cela aussi un petit peu dans cette approche-là, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir, en plus de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une espèce de guerre de proxy entre deux pays asiatiques qui va un peu se cristalliser sur le continent européen, je veux dire en Ukraine. Là, ce que l'on voit, c'est que les positionnements de ces soldats ont des conséquences pour la Corée du Sud. Donc le président Yoon effectivement dit qu'il ne restera pas les bras croisés. Donc les possibilités sont multiples. L'une des premières, c'est le renforcement de livraison d'armes. Alors les envoyer directement en Ukraine demanderait une modification de la Constitution, parce que la Corée du Sud se refuse à fournir des armes à un pays en guerre, quel qu'il soit, ce qui est le cas de l'Ukraine. Donc ça veut dire une modification de la Constitution, ce qui prendrait relativement un temps j'ai du mal à évaluer d'ailleurs sur ce niveau-là. La popularité est actuellement trop faible, il n'y a aucune chance parce qu'il faudrait un accord bicaméral. Et ça serait extrêmement compliqué. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils fournissent déjà de l'armement à des pays qui fournissent l'Ukraine. Donc en fait, on peut faire un jeu de bande comme ça, c'est-à-dire renforcer les livraisons sur des pays qui soutiennent l'Ukraine pour créer, si vous voulez, un espace pour que ces pays-là puissent renforcer une partie de l'armement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est fréquemment évoqué, c'est de donner du renseignement aux Ukrainiens concernant les troupes nord-coréennes. Comme le général le disait, on ne sait pas quelle est leur
compétences sur le terrain, quelle est leur qualité, donc de donner tout ce qui est, ou du moins une grosse part des renseignements qui seraient en leur possession, probablement contre un échange qui est que si jamais vous aviez des prisonniers qui soient nord-coréens, eh bien qu'on puisse aller les interroger pour continuer à nourrir cette approche de renseignement. Mais on voit que là, on a quelque chose d'extrêmement compliqué. Par ailleurs, et là je remettrai en perspective la montée de tension entre les deux Corées, qui n'a pas forcément attiré notre attention parce qu'elle était tournée sur d'autres sujets, mais on a eu des échanges de drones, alors de prospectus d'un côté, d'ordures de l'autre, plus des modifications constitutionnelles coréennes du Nord, sur lesquelles on est resté assez flou, évidemment, mais on a vu des éléments qui sont extrêmement démonstratifs, c'est-à-dire des lignes de chemin de fer, des routes qui ont fait l'objet d'explosions particulièrement visuelles et relayées par Pyongyang pour casser cet élément-là. Et il a déjà été dit que tout mouvement qui serait considéré comme agressif de la part de la Corée du Sud serait considéré par Pyongyang comme étant soutenu par les États-Unis. Donc on voit que là, on a un déport du conflit avec une forme de montée de tension qui est assez importante. Et peut-être pour revenir un point sur la formation de ces militaires, il ne faut pas oublier qu'en septembre de l'année dernière, eh bien, il y avait une rencontre entre les présidents russes et nord-coréens sur les bords du fleuve Amour, ça ne s'invente pas, sur lequel on avait un président Poutine qui déclarait qu'il y avait eu des échanges de vues francs sur la situation dans la région et sur les relations bilatérales, en n'évoquant pas plus que ça. On sait qu'il y a un intérêt satellitaire très fort. La Corée du Nord voulant développer des satellites espions et a besoin de la technologie russe pour faire cela. Quand vous parlez de technologie d'espionnage et de balistique et de propulsion, eh bien ça vous renvoie immanquablement à la capacité de frappe nucléaire, ce qui s'inscrit dans des démonstrations, notamment avec des lancers de missiles balistiques sur des portées de 15 000 km. Ils veulent construire aussi un sous-marin nucléaire, ne l'oublions pas. Donc ils peuvent être tout à fait aidés par la technologie russe pour atteindre cet objectif. C'est ça. Donc en fait, je pense que le deal, effectivement, je suis absolument d'accord. Et celui, je fournis des munitions, je fournis des soldats, mais de l'autre côté, tu me fournis, je dirais, de la technologie. Mais ce qu'ils vont recevoir, qui est encore plus important que cela, outre, il y a effectivement l'aide sur le spatial militaire, il y a la nourriture, le blé en provenance de Russie, ils leur fournissent une couverture diplomatique à l'ONU, un veto garanti. Quand certains vont dire la Corée du Nord fait ça, on va les sanctionner davantage, la Russie qui est au Conseil de sécurité va dire veto. Veto sur les sanctions, sur le programme balistique, sur le programme nucléaire, etc. Et la Chine probablement. Ouais, voilà.